et bienvenue dans le Culture Mag, le magazine des arts et de la culture. Aujourd'hui, nous recevons deux auteurs, deux pointures, Abdelwahab Medeb et Benjamin Stora. Bonjour. C'est le tandem qui marche. Ils sortent une monumentale somme chez Albin Michel, titrée « Histoire des relations entre juifs et musulmans ». Avec eux, avec vous, nous parlerons d'élaboration de ce livre, comment, avec qui, quels écueils. Et puis comme nous sommes dans un magazine culture, vous nous direz si la culture est le dernier territoire de la cohabitation. Et puis nous reviendrons évidemment sur votre présence en Israël et sur vos conférences avec Camus, sur Camus. Merci de votre fidélité à i24 News. Merci à tous les deux d'être là. Alors vous êtes le nouveau tandem à la mode, le juif, le musulman qui marchent ensemble. Je vais essayer de vous présenter rapidement. Benjamin Stora, vous venez de Constantine, en Algérie. Vous y avez vécu 12 ans, vous êtes juif, laïque. Vous dites dans l'intro de votre livre, très proche des familles musulmanes, votre quartier d'enfance était imbriqué dans le quartier arabe. Vous faites partie de ces juifs heureux, français, en Algérie. Vous êtes spécialiste du Maghreb, écrivain et historien. Ça va ? Heureux, on n'est jamais vraiment content. Et vous, Abdelwahab Medeb, vous êtes tunisien, français, musulman, farouk, laïque également. Vous avez grandi dans une famille religieuse. Et vous vous dites dans l'intro de ce livre, ruche coranique, père et grand-père qui officie à la grande mosquée de la Zitouna. Vous connaissez évidemment très bien le Coran. Et vous aussi, vous évoquez dans votre intro du livre une enfance marquée par la cohabitation heureuse. Vous êtes un écrivain, un universitaire, vous êtes producteur sur la radio française France Culture d'une émission consacrée à l'islam. Tout ça, c'est très, très idyllique. Alors, sur le papier, on a l'impression que ça marche. Est-ce que c'est juste sur le papier ou est-ce que c'est dans certains milieux qu'on peut s'entendre et comment on s'entend ? Vous avez raison de soulever le fait que c'est dans un certain milieu qu'on peut effectivement discuter, s'entendre, travailler, produire, fabriquer des récits. C'est le monde intellectuel, bien sûr, le monde des chercheurs. Presque 120 chercheurs au plan international ont participé à la fabrication de ce très gros livre. Oui, c'est un livre monumental. Il fait, alors, chez Albin Michel, 12 auteurs, 1200 pages, 250 illustrations qui englobent 14 siècles de passion et d'oppression. Et ça marche très bien, vous en avez vendu déjà plus de 8000. C'est un filon, la relation juif-musulman. Je ne crois pas que ce soit un filon parce qu'il n'existait pas précisément un manque d'ouvrage. Plutôt qu'un filon. Un manque qu'on répare. Tout à fait, c'est une absence. Parce qu'il existait, il existe bien sûr de grandes histoires sur les juifs, il existe une grande histoire aussi de l'islam, d'ailleurs Albin Michel avait sorti sous la direction de Mohamed Harkoun une grande histoire de l'islam, mais le problème des rapports, des relations à la fois dans la convivialité, l'affrontement et la conflictualité, par contre, n'existait pas. Donc il a fallu créer cet espace à la fois intellectuel et culturel, et beaucoup de chercheurs ont répondu présent à cette initiative que nous avions lancée il y a 5 ans. Abdelwahab, vous disiez également. Oui, vu la panne, surtout actuelle, il fallait rappeler que, sans entrer encore une fois dans l'idylle, la notion même d'âge d'or, on en a fait un sort, c'est-à-dire on l'a éliminé comme mythe. Et on a montré comment ça a été un mythe qui a été construit dans les circonstances historiques de la construction de ce mythe. D'ailleurs, c'est un mythe, très curieusement, qui a été construit en milieu juif de l'Europe centrale et du 19e siècle. Mais il n'empêche que face à la panne actuelle, face à la disparition des Juifs en terre d'islam, il nous a paru évidemment très important que rappeler qu'il y a eu une histoire dense, une histoire tragique au sens fort du terme. Oui, vous parlez de passion et d'oppression. Oui. Et je crois qu'on a proposé avec ce livre, 120 chercheurs y ont collaboré, d'Amérique, du monde arabe, d'Israël, de Palestine, d'Europe, de France évidemment. Tout cela, 120 auteurs, mais comme si c'était écrit d'une seule main. C'est-à-dire on propose un récit qui n'occulte pas le conflit, mais qui montre que ce récit peut être possible et plausible, lu par les uns et par les autres,
avec les conflits et au-delà d'eux. Et ça me paraît important. Revenons un tout petit peu sur l'élaboration du livre. Vous parlez des contributions. Comment vous les avez gérées? Est-ce qu'on compte le nombre de contributeurs juifs, musulmans, chrétiens? Est-ce qu'on fait... Bon, est-ce qu'il y a du politically correct, en fait, dans l'élaboration de la livre? Vous savez, on n'est pas à l'UNESCO, ce n'est pas une question de représentativité. Ce qui compte le plus, ce qui a compté le plus pour nous, c'est l'éthique académique et la question de la compétence. Et lorsque on sait que tout discours académique, parfois, l'identitaire peut intervenir, le subjectif, parce que c'est irrépressible, bien sûr, hein, c'est le très grand débat. Est-ce que les sciences humaines sont absolument objectives? Évidemment que non. Mais nous étions là, Benjamin et moi, et l'équipe éditoriale qui a été majeure, je veux dire, dans la mise en place de ce texte, parce que c'est eux qui ont veillé au plus près, et nous avons donné les indications. Il y avait une équipe éditoriale absolument extraordinaire, où on a essayé donc de limiter le subjectif pour essayer de retrouver l'histoire. Est-ce qu'il y a des contributeurs que vous avez refusés? Est-ce que... Non, des contributions que vous avez refusées? Non, je ne crois pas. Enfin, c'est pas ma connaissance. Ou des contributeurs qui ont refusé aussi? Ah, ça se peut. Vous savez, c'est un travail qui a été très long, qui a duré plus de 5 ans, 5-6 ans. Donc, non, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs venant du monde arabe, et particulièrement du Maghreb. Il y a des chercheurs, des universitaires qui enseignent à l'université de Mohamed V de Rabat. Il y a le doyen de l'université de la Manouba de Tunis, Habib Kasdarli. Il y a des chercheurs algériens. Donc ce sont des personnes qui ont connu de manière très intime cette histoire. Ce ne sont pas simplement des chercheurs très, très lointains dans la périphérie, par exemple, je ne sais pas, du Pakistan ou des mondes très lointains. Au contraire, ce sont des gens qui ont vécu dans cette intimité sur le plan personnel et familial, mais aussi sur le plan de leur recherche. Voilà, ils ont tous dit oui. Pourquoi avoir choisi le thème, le mot musulman et non pas arabe? Parce qu'on a l'impression que finalement ça renvoie deux religions côte à côte et non pas deux peuples, deux histoires de peuples. Abdelwahab, non? Oui, je sais pas. Non, parce que c'est vraiment une histoire qui a commencé avec, dans le monde arabe, au sein d'un creuset arabique, je dirais, donc dans la péninsule arabique, à Médine, Yathrib, l'oasis avant qu'elle s'appelle Médine, et ça s'est passé véritablement avec l'émergence de l'islam. Et il y a eu la première confrontation a été, c'est très intéressant, la première confrontation a été double. On peut estimer qu'elle a été de peuple à peuple parce que politique, il y avait une dimension politique, et en même temps une dimension religieuse. Mais nous avons tenu à la question, à l'identifiant religieux pour une raison simple, même si l'identifiant national va apparaître forcément, surtout pour le contemporain, et à partir du 19e siècle, quand il va y avoir la concurrence des nationalismes, du fait aussi que ça concerne la Turquie, l'Empire ottoman, ce ne sont pas des Arabes, ça concerne la Perse, nous avons beaucoup de textes sur l'Iran, sur l'Asie centrale et même sur l'Inde. Hein. Est-ce que le fait d'être laïcs tous les deux, ça a dépassionné le débat? Est-ce que ça vous a aidé finalement à... C'est essentiel, et là je laisse Benjamin le dire, c'est essentiel. Bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage de théologie, hein. Il ne s'agit pas d'un ouvrage savant. Même s'il est question de théologie. Même s'il est bien sûr question de religion et de théologie, mais néanmoins il s'agit d'un regard historique et culturel, voire anthropologique, sur ces relations et ces rapports entre juifs et musulmans sur 13 siècles. Et c'est cela, dans le fond, le grand défi, c'est de pouvoir inscrire ou réinscrire cette histoire sur la durée. Et c'est en inscrivant dans la durée cette histoire, bien sûr, que l'on peut apercevoir les ruptures, les seuils, les conflits. Et c'est cela qu'il faut, à mon sens, restituer beaucoup plus que de rester entièrement figé dans l'actualité, dans le présent. Tout le problème, c'est d'essayer de donner de la profondeur historique à cette histoire. C'est très, le spectre est très large. Hein. Ça va des juifs et des musulmans dans l'Empire ottoman, au décret Crémieux, ça parle des juifs en Iran, de la déclaration de Balfour, du sionisme. Quelles sont les thématiques qui ont demandé deux narratifs? Écoutez, dans l'histoire contemporaine, le rôle qu'a joué Denis Cherbit a été fondamental. Il a dirigé en particulier tout l'aspect consacré au temps contemporain. Il y a aussi le récit d'Elias Sambar qui figure dans cet ouvrage, on le sait, qui joue un rôle très important, notamment du côté palestinien sur le plan culturel. Et le fait qu'il travaille sur le plan académique, ou que des écrivains ou des historiens palestiniens d'origine ou israéliens ensemble puissent, dans un seul ouvrage, produire un récit historique qui peut-être ne concorde pas, est tout à fait décisif. Où est-ce que vous placez aujourd'hui tous les deux le curseur sur cette cohabitation entre juifs et musulmans? Il est au plus bas, au plus haut?
Au plus bas. Il est quand même au plus bas. Au plus bas de l'histoire, on peut le dire, au plus bas de l'histoire. Et à mon avis, c'est la raison pour laquelle rappeler, sans être encore une fois idyllique, l'idylle n'a jamais existé, mais rappeler qu'il y a eu des moments d'intensité. Moi, je crois que cette plongée dans le passé, la partie dont je me suis particulièrement occupé, est une partie essentiellement, en effet, où les énergies créatrices juives et musulmanes ont convergé pour pouvoir s'exprimer au sein de la langue arabe. Et ça, je crois que c'est un moment très important parce que les gens l'ont oublié. Il y a des chefs-d'œuvre juifs qui ont été écrits en langue arabe. Et ça me paraît très important de le rappeler, non seulement de le rappeler, de faire circuler cela. Et que lorsque un juif comme Maïmonide, au XIIe siècle, écrit son Guide des égarés, qui est une espèce de théologie, de grand texte fondateur d'une théologie juive, les 100 premières pages concernent tout autant les juifs que les musulmans, et d'ailleurs tous les théologiens juifs musulmans l'ont lu, puisque c'était écrit en langue arabe. C'est la partie qui concerne la démonstration par l'art de la logique qui vient des Grecs, de l'unicité divine. Et là, il y a une rencontre absolument fondamentale et entre judaïsme et islam. Abdelwahab Medeb, c'est votre 4e voyage en Israël. Comment vous sentez ici? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous constatez? Écoutez, c'est bizarre quand même pour moi. Ah bon? C'est bizarre, oui, parce que je sens l'étranger en moi d'une manière très forte, je crois. L'étranger, c'est-à-dire l'étranger qui arrive, et la venue de l'étranger. Et donc l'épreuve de l'étranger. Et en même temps, je vois cette normalité et je sens quand même une tension. Normalité, vous voulez dire, entre les relations entre les Non, les gens vivent d'une manière normale. Un quotidien, toute une ville comme Tel Aviv est une ville, je veux dire, moderne, ouverte sur le monde. Tous les attributs de la cité sont là. Est-ce que je projette? Est-ce que parce que je sais qu'il y a un conflit, qu'il y a une situation de guerre, je sens une tension? Je sens une tension dans la ville en même temps. Au quotidien, vous la sentez? Oui, c'est-à-dire une sorte de quiétude inquiète. Entre chez les gens. Les communautés. C'est ce que je perçois. Oui. Non, même pas les communautés. J'ai pas vu les communautés là. En Israël, on est témoin d'initiatives permanentes de coexistence dans la rue, dans les écoles, notamment à Jérusalem. On a reçu ici une chanteuse qui s'appelle Myriam Toukan, qui est une israélienne chrétienne arabe, qui chante Fayrouz et Bialik. Est-ce que vous pensez que l'éducation et la culture sont les seuls vecteurs du vivre ensemble ou de l'entente ? Moi, je pense que la question décisive, c'est la réappropriation de la mémoire commune et plurielle. C'est-à-dire que la question de la pluralité est tout à fait décisive. Ce qu'on peut observer, par exemple, aussi dans la société israélienne, c'est la pluralité. Le grand problème, et un des problèmes du monde arabe, c'est précisément la disparition de cette pluralité, sur le plan, pas simplement politique, mais sur le plan culturel, ethnique, le rapport naturellement aux minorités religieuses. Et d'ailleurs, l'objectif de cet ouvrage, c'est en réinstituant, disons, cette pluralité dans le passé, d'être dans le présent, c'est-à-dire dans l'espérance démocratique aujourd'hui dans le monde arabe, qui est celle de la pluralité démocratique. Donc on a effectivement cette réappropriation de mémoire qui se fait pas simplement dans les rapports et dans les relations judéo-musulmanes, mais qui se fait aussi dans d'autres types de rapports et de relations. Se réapproprier par exemple la mémoire de Camus pour les Algériens, c'est quelque chose de décisif. Bien sûr. On regardait des images, on avait également fait un reportage sur un chef israélien arabe qui pratique la cuisine, donc ça explique un peu cette cohabitation. Vous parliez de Camus, Benjamin Stora et vous, Abdelwahab Medeb. On va terminer l'émission. Vous êtes venu ici pour faire des conférences. Comment est-il perçu ici en Israël ? Camus est une figure très importante en Israël, bien sûr, puisqu'il y a plusieurs manifestations qui ont été organisées autour de sa figure, parce qu'il y a beaucoup de passerelles, d'analogies dans les propos de Camus entre ce que vivent aujourd'hui les Israéliens et les Palestiniens aussi, en rapport avec son déchirement et ses blessures sur la guerre d'Algérie, qui est la grande question. Donc le problème du rapport à la violence, le problème du terrorisme, la question de la démokratie, le problème des droits de l'homme, ce sont des grands thèmes qui ont été développés par Camus et qui résonnent très fortement, bien sûr, dans ces sociétés. Comment instituer une société plurielle? Je crois que c'était un des soucis de Camus, le rêve de Camus. Est-ce que c'était possible d'imaginer une Algérie
où il y aurait encore ce qu'on appelle les pieds noirs, c'est-à-dire sa population française. Donc une société profondément construite sur la pluralité. Et Camus, je crois que cette problématique concerne forcément ici, puisqu'on est face aussi à cette question. Qu'en est-il? Quid du rapport à l'autre? Quid du rapport avec la culture arabe, par exemple? Camus disait qu'une des conditions pour imaginer cette Algérie rêvée et plurielle, c'est de reconnaître l'apport culturel arabe historique. Un livre comme celui-là le montre. Tout à l'heure, vous avez parlé d'école et de culture. Je crois qu'un des enjeux de notre livre, et nous l'avons fait en tous les cas... On va terminer avec ça, oui. Dans l'esprit français, c'est-à-dire, parce qu'en France aussi, il y a le problème de la cohabitation entre juifs et musulmans, oui, c'est très important. D'une autre émission, c'est un gros débat sur c'est un manuel, voilà, c'est un manuel qui doit retomber à l'école. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que vous souhaitez. Donc, l'histoire de relations entre juifs et musulmans. Je montre juste à l'écran Camus brûlant. C'est un petit livre que vous avez sorti l'année dernière quand vous avez été éjecté de l'élaboration d'une exposition consacrée à Camus. Merci à tous les deux. Je vous aurais bien demandé si, dans le fond, vous êtes un petit peu engueulés quand même, parce que ça a l'air très, très idyllique. Merci d'être venus tous les deux. L'émission a été préparée avec Dorothée Jana et Marie Semelin. Tout de suite, l'info continue sur i24. Merci.